Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle rencontre Tenir debout dans le cadre du Média Capacitant. Donc depuis plusieurs semaines, on a ce rendez-vous tous les 15 jours pour partager nos réflexions, nos expériences surtout à partir d'entrées thématiques. Et donc ce soir, l'entrée que nous propose Anne-Lise porte sur la question du consentement au travail. Avec ce titre « Travailler, est-ce nécessairement consentir ?» Et donc, comme d'habitude, on va suivre le protocole qui commence à être un peu rodé, avec un premier temps d'introduction au thème qui nous est proposé par Anne-Lise. Ensuite, on va prendre quelques minutes de réflexion un peu personnelle pour voir comment l'introduction d'Anne-Lise résonne en chacun de nous. Et surtout, en quoi ça nous convoque aussi des souvenirs, des expériences, des situations qu'on a vécues. Ensuite, on aura un temps de débat, de tour de parole. Et ensuite, on gardera, comme d'habitude, à la fin aussi un petit temps pour capitaliser les enseignements, ce qu'on va garder de cette séance, autour des deux mots-clés de ce qu'on met dans le sac et ce qu'on met dans le frigo. Donc, on va démarrer. Ah oui, et ensuite, oui, et on terminera aussi avec un mot conclusif de mise en perspective qui sera proposé ce soir par Olivier. Donc, sans plus attendre, Anne-Lise, je te passe la parole pour l'introduction. Ok. D'accord. Alors, attends, juste que je... donc, le thème aujourd'hui, c'est travailler, est-ce nécessairement consentir? L'actualité abonde en ce moment de consentement tu qui ressurgissent avec violence. On pense bien sûr aux livres qui font la une d'une certaine actualité, celui de Camille Kouchner, de Vanessa Springora, aux accusations multiples qui circulent à propos de personnes de renom. Mais au-delà de ce qui relève de faits divers, le consentement interroge et nous touche par sa complexité intrinsèque qui s'entoure de silence. Ne sommes-nous pas, nous aussi, concernés par ces formes d'acquiescement silencieux qui n'en sont pas ou pas vraiment ou pas toujours, notamment dans notre vie au travail? On peut alors se demander si consentir, c'est dire oui en pensant non. En suivant il y a quelques années le procès de France Télécom, j'avais été frappée par ces consentements supportés solitairement par nombre de cadres pour satisfaire à des demandes insensées de productivité. Quel sens donner à ces consentements? Certaines séances de ce procès montraient qu'au travail, les consentements peuvent nous placer dans un système d'auto-servitude qui paralyse notre capacité de penser. En lisant ces témoignages, on repérait une sorte de continuum entre l'imposition d'un pouvoir et une auto-servitude, une servitude volontaire, dirait la poésie, par la médiation de consentements silencieux. Un tel procès ne peut laisser indifférent. Il nous interroge chacun. Qu'en est-il de nos consentements au travail? Travailler, est-ce nécessairement consentir? À plusieurs reprises dans ma vie professionnelle, j'ai pu me sentir emportée par un tourbillon de consentement, du travail administratif que je ne devrais pas faire, des activités que je n'aurais pas souhaité engager, des fonctions que je n'aurais pas dû accepter, et qui, parce que j'ai consenti, m'ont obligée au silence, à supporter, à accepter, et finalement réduite à ne plus être capable de penser les raisons de ces consentements. Qu'en est-il de ces silences enfouis? Est-ce l'impossibilité d'oser reconnaître que je me fais voler mon temps par des tâches que j'accepte alors que je ne devrais pas? Que je me soumets au pouvoir de l'administration? Je rentre dans le rang, parfois en éprouvant que le sens de mon travail, ce pourquoi je l'ai choisi, s'étiole. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'oblige?
est-ce que, malgré moi, sans me l'avouer, cela me convient quand même? Est-ce qu'il y aurait des avantages au consentement? La part individuelle du consentement est indéniable. Je pourrais dire non, et parfois d'ailleurs je le fais en démissionnant par exemple de fonctions où j'ai été nommée. Mais quand je consens malgré tout, quelles sont les raisons de ces choix que je ne veux pas voir ou m'avouer? Est-ce seulement moi qui consens? À qui ou à quoi est-ce que je cède? Il me semble que cette économie de la résistance n'est pas seulement confortable ou moins coûteuse, elle sert aussi à préserver de l'isolement et laisse ouvertes les conditions de la coopération avec les autres. De ce point de vue, le choix du consentement dans le travail est peut-être nécessaire pour maintenir une certaine altérité, continuer à être ensemble malgré les divergences de point de vue, permettre coûte que coûte les conditions de la coopération et d'un vivre ensemble. Pourrait-on dire alors que consentir au travail constitue une défense contre un individualisme mortifère qui s'enferme dans ses propres certitudes? Est-ce que le consentement est une condition du travail vivant? Si oui, jusqu'où consentir et quelles limites? Le consentement a alors une question politique? Dans une interview récente au journal Le Monde, Emmanuel Hirsch montre que face à la pandémie actuelle, la capacité de consentir aux décisions de l'État semble épuisée. Sa thèse repose sur le fait que le consentement ne peut tenir plus longtemps sans débattre des priorités imposées avec le confinement. Consentir, affirme-t-il, c'est s'en remettre à l'autre en toute sécurité, et pour cela, on appelle au consentement éclairé. Si le consentement oblige à taire une part de soi et d'une certaine manière nous divise intérieurement, c'est alors le soutien des autres et l'échange avec eux qui peut permettre d'éviter ce que Hirsch nomme une mort sociale. C'est par l'assurance d'une sécurité ou d'une cause à défendre ou à protéger collectivement que consentir peut faire sens. Accepter la négation d'un consentement ne me paraît possible que s'il s'agit de protéger ou défendre une cause supérieure en valeur qui, d'une certaine manière, transcende nos choix ou positions individuelles. La question du consentement au travail nous renvoie alors à celle de nos choix sociaux et politiques qui nous orientent dans nos manières de penser et d'agir. Comment faire pour que ce que nous consentons à titre individuel puisse être soutenu collectivement, pour que le consentement soit un ressort du développement et de l'émancipation et non l'atrophie de sa propre pensée? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Jean-Pierre, tu veux réagir? J'étais en train de me dire, vous m'entendez là? Oui, Oui. c'est bien. Actuellement, dans la situation sanitaire, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne consens pas, et d'autres auxquelles je voudrais bien consentir et qui ne se présentent pas. Et parallèlement, je me mettais dans ma situation de travail antérieure, puisque j'ai ce Bon, mais privilège. là, je suis en conférence. Hein. Je sais que vous m'avez sonné SC 95 quelque chose, puis vous m'avez laissé en suspens. Oui, pardon, Jean-Pierre, il faut réactiver le micro. On t'entend pas. On t'entend pas. Voilà, comme ça. Voilà. Oui, je disais que dans ma situation antérieure de travail, puisque je suis retraité maintenant, il m'a fallu bien souvent consentir au moins un temps ou faire le dos rond d'une certaine façon
pour contourner des objectifs qu'on me donnait ou des façons de m'y prendre qui ne me convenaient pas. Voilà. Et bien souvent, j'ai trouvé dans les séances antérieures, ça a été exprimé, l'appui sur le réseau pour s'y prendre autrement, pour tenter de, j'ai dit le mot contourner, mais parfois biaiser, ou pour faire le silence tout en faisant à côté, ou tenter de faire à côté, de mettre en place des objectifs un peu et des façons de travailler différentes. Voilà. Donc, ce n'est pas si simple la question de consentir. Mais aujourd'hui, je me sens plus libre qu'auparavant. Et je n'ai pas peur de dire à quoi je ne consens pas dans ma vie de citoyen, par exemple. Mais ce n'était pas le cas quand j'étais au travail. Est-ce que là, tu fais une différence entre un cadre professionnel et un cadre non professionnel, plus citoyen? Oui. Tu as l'impression que la question du consentement se pose de manière différente? Oui, oui. Pour moi, oui. Quand on est à l'entreprise, même quand on a une responsabilité importante, comme j'avais, eh bien, on a une tutelle au-dessus de soi, une hiérarchie qui fonctionne et ça fonctionne bien de haut en bas. Ça ne fonctionne pas par latéralité, horizontalité, groupe de travail ou de réflexion. C'est descendant. En tout cas, moi, je n'ai connu que ça. Voilà. Alors qu'avec les employés que j'avais sous ma responsabilité, eh bien, je travaillais en horizontalité, comme on le fait. Et d'ailleurs, il y avait à mon encontre un mot qui disait de la part de mes supérieurs, il réunit, il fait de la participation. Voilà. Voilà. Bon, ça traduisait le personnage et ma méthode, mais ça, ils ne voulaient pas le savoir. Et donc, après, on fait le yo-yo entre ces gens et puis les demandes d'objectifs de la part de sa direction pour tenter de trouver des biais qui font que sans en parler ou sans bruit, on avance quand même et on continue de maintenir de la confiance et du progrès, qu'on améliore à partir du travail les situations auxquelles on est confronté. Ma vie après de citoyen, c'est tout autre chose. Je me sens libre, même si aujourd'hui, je pense que je suis minoritaire dans ce que je pense, mais néanmoins, je peux dire que je ne consens pas à un tas de choses. Voilà, et ça, c'est important. D'accord. Ce qui me semble intéressant dans cette différence entre le champ professionnel et le champ plus citoyen, c'est le rapport au choix. Il se pose du coup aussi la question si derrière le consentement, enfin, si le consentement présuppose aussi une certaine liberté et un certain choix. Et donc, c'est ce qui se passe dans le cadre professionnel. Si on pose l'hypothèse qu'on n'a pas le choix du fait d'un cadre de subordination comme ça, est-ce qu'alors c'est encore du consentement? Est-ce que la question du consentement n'implique pas, malgré tout, une liberté du choix qui doit se poser? Et donc, c'est aussi cette liberté qui se pose autrement professionnellement et dans un cadre non professionnel. Une vraie question. Je pense que pour partie, il y avait une dimension alimentaire, hein, très clairement, et qu'il fallait assumer. Et comme je gagnais bien ma vie, je n'étais pas prêt à tout remettre en cause. Voilà. Ok. D'autres réactions? François? Je veux bien. Oui, c'est une réaction. En fait, c'est maintenant que ça me vient par rapport à ce qu'on a un peu discuté ces temps-ci. Je suis frappé par la chose suivante. Il y a un usage très courant du mot consentement, c'est dans le mariage. Quand on se marie, on est invité à témoigner qu'on consent à prendre pour époux, pour épouse. Ce mot-là laisse imaginer que le consentement est un mouvement libre, complet, sans réticence, et par lequel, en fait, on sort de soi, on s'agrandit. Donc, c'est supposé être heureux, normalement, et bénéfique.
ce mot-là a un statut très puissant, puisqu'encore une fois, il est répété tout le temps et depuis longtemps. Puis effectivement, il y a aussi, Anne-Lise faisait allusion à l'ouvrage qui est sorti, qui s'appelle Le consentement, et où, je ne l'ai pas lu, mais enfin, j'ai entendu beaucoup, ce qui était discuté, c'est que peut-on parler de consentement de la part d'une personne qui, d'un côté, a l'air d'avoir accepté des relations, mais dont il est dit que, vu son âge et du rapport de domination, au moins symbolique, qui se jouait avec quelqu'un de plus âgé, plus connu et admiré, on ne pouvait donc pas appeler un consentement vraiment. C'est-à-dire que, pour reprendre l'expression d'Anne-Lise, dans le oui qui avait l'air de se dire, il y avait en fait un non qui devait être entendu. Et puis enfin, on vient vers une situation de travail où on fait, on émet l'idée que dans le travail, pour des relations, Jean-Pierre vient de le dire après tout comme ça, de subordination, il y a plus que de la subordination, il y a de la domination, et donc on doit céder pour garantir une sécurité. Et là, on est en face du fait que dans le consentement, il y a le fait de reconnaître et d'abdiquer devant quelque chose de plus élevé que ce qui ferait qu'on dise non, et qui peut être soit une cause, au nom d'une cause j'accepte, d'une raison supérieure, un peu transcendante, ou bien de quelque chose qui n'est pas méprisable, qui est la sécurité. De ne pas s'aventurer dans trop d'imprudence, qui suppose une confiance dans la garantie contre laquelle on échange un accord. Et la confiance devient une condition. Et donc, on ne peut pas consentir, me semble-t-il alors, si on n'a pas confiance dans ce par qui ou à quoi on consent, puisque c'est la contrepartie de cette, alors faut-il dire soumission, je ne sais pas. Comment ça se pose pour toi, François, cette question, concrètement dans ton activité? C'est un mot que il ne me vient pas. Par contre, alors ce que je veux dire plus simplement, mais c'est un peu, c'est pas une entourloupette, c'est qu'il me semble que si ce mot a du sens, il a à voir avec endurer. J'en ai parlé l'autre jour à propos de la fatigue. Et dans l'endurance, il y a bien deux phases. Il y a le fait de consentir à peiner en vue de quelque chose qui vaut le coup, comme on dit, la vaut la peine. Donc, on endure. Et donc, on y consent. Et puis, il y a aussi la dimension de l'endurance, de ce qu'on subit complètement. Dont je ne sais pas si on peut dire qu'on arrive à en être constamment à l'abri. Je reconnais que je ne le vis pas tellement très directement, quoi. Okay. Non, par contre, je termine là-dessus, il y a, en tout cas, c'est quelque chose qui me vient, c'est que je pense que dans toute expérience du réel, donc comme on dit, il y a l'épreuve de quelque chose qui est obstacle, et que le consentement, ça veut dire de l'accepter. Et je sais bien que là, je joue un peu sur des expressions, parce que ça ne fait pas un écho très direct pour moi, pour l'instant. Et peut-être que je me cabre, hein, je ne sais pas. Mais je ne sais pas mettre là sur la table quelque chose de très précis dans lequel, si peut-être ça, alors voilà, je vais le dire comme ça, c'est lorsqu'en fait on cède, ou qu'en dira-t-on? Pardon, François. On cède au... François, si tu permets. Oui, je t'en prie. Juste pour rappeler un peu les règles du jeu. Oui, tu as raison. Surtout que je suis censé les connaître. Voilà, et le on, ça nous éloigne un peu, ça monte. Oui, d'accord. Est-ce que toi, tu as déjà consenti? Oui, dans alors ton travail, dans ton mariage, dans tes relations? Oui. Non, j'allais venir à ça, mais tu vois, ça fait du temps. Oui, c'est lorsque, par exemple, pour sauver une entente, une ambiance, on se tait. Lorsqu'éventuellement, pour pas avoir l'air d'eux,
on fait rien, on accepte. Ça, il y en a plein, des situations comme ça. Oui. Mais la première étant plus glorieuse que la seconde, parce qu'après tout, sauver une entente, c'est pas rien. Sauver simplement une image de soi, c'est moins génial. Même si après tout, ça a du sens. Mais oui, ça, oui, bien sûr. Donc, ça fait écho à cette question Oui. de silence. Mais ce que faut reconnaître, c'est que je mets du temps, tu vois, à venir à ça, alors que c'est assez banal. Ce qui n'est pas sans lien avec la question du consentement ou Exactement. de la résistance. Ouais. François, tu demandais à la parole. Oui, d'abord une réaction concernant l'ouvrage de Vanessa Spangora. Pour moi, c'est du consentement sous emprise. Moi, j'ai lu l'ouvrage et ce qui m'a frappé, c'est l'emprise. Et cette emprise a abouti, me semble-t-il, en tout cas de ce que j'ai retenu de ce témoignage, a abouti à un consentement. Et c'est vrai qu'on peut, au premier degré, on peut dire qu'elle était consentante. Moi, je ne crois pas qu'elle était consentante en ayant lu l'ouvrage. Alors, sur le consentement, moi, oui, j'ai consenti. J'ai consenti dans des situations professionnelles différentes. Je pense en particulier, enfin non, pas en particulier, je pense à une situation professionnelle dans laquelle je n'avais aucune responsabilité et une hiérarchie pesante. Et je dois dire que dans de nombreuses situations au cours de cet épisode de ma vie professionnelle, j'ai consenti sans être d'accord avec ce qu'on me demandait, mais j'ai consenti pour être, je dirais, pour être tranquille. Ça, c'est ma première, mon premier point de vue sur le consentement. Et puis, dans une autre vie professionnelle, qui est ma dernière vie professionnelle, quand j'étais directeur adjoint de l'ANACT, j'ai consenti à de nombreuses reprises et j'ai consenti, je dirais, stratégiquement. C'est face à des désaccords avec mon directeur ou avec d'autres personnes, j'ai consenti en menant simultanément une activité avec d'autres collègues permettant d'aboutir à un renversement de situation, en fait. Donc, moi, je dis un consentement stratégique, en fait. Donc, pour moi, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi non plus à cette question du consentement. Oui, à part au cours de mon mariage. Hein, mais même là, je n'avais pas pensé à ce terme. Moi, il me semble que il me semble que cette question du consentement, il me semble qu'il faut l'aborder en fonction à la fois des situations professionnelles et du statut dans les situations professionnelles. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles la question du consentement, je dirais, ne se pose pas au regard du statut qu'on occupe dans l'organisation. Même si on occupe une position élevée dans l'organisation, la question du consentement, elle peut se poser de manière stratégique. Et puis, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles les gens consentent parce qu'ils sont obligés de consentir. Enfin, ou alors, je ne sais pas quoi, ils font grève collectivement. Ils résistent finalement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je perçois. Mais c'est vrai qu'avant avant cette rencontre-là, je n'avais jamais pensé à cette question. Là, ce que tu dis, ça me fait penser en bon ergonome à la distinction entre le fait de donner l'apparence de suivre le prescrit, ce qui nous est demandé, et à côté, tout en faisant autre chose, du côté du travail réel, de la coopération et de cette activité stratégique que tu évoques. Donc, on peut donner l'apparence du consentement en agissant autrement. Ou est-ce que c'est encore du consentement ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, en tout cas, c'est vécu par les autres comme du consentement. Hein, finalement, tu n'étais pas d'accord et tu acceptes finalement la décision ou l'option qui a été prise.
où tu sembles adhérer à l'option qui a été prise. Clarisse, tu demandes la parole? Oui, tout le monde m'entend? Ça va? Oui. Moi, mon intervention va être très très courte. Dans plusieurs des témoignages là, que j'ai entendus, ça m'a rappelé une expression que j'utilisais avec une de mes collègues, avec qui je me suis sentie vraiment alliée dans notre contexte de travail. Et quand on nous demandait de faire quelque chose, qu'on n'était pas d'accord, mais qu'on voulait avoir la paix, on disait qu'on faisait semblant de dire oui, oui. On remplissait les tableaux Excel, très souvent c'était autour de ce genre d'objet absolument pas désirable, de remplir des tableaux de reporting. Et après, on avançait sur des questions de travail qui nous bottaient plus avec d'autres collègues. Et on disait dans ces cas-là qu'on avançait en mode furtif, qu'on se mettait sous les radars et qu'on allait popper un peu plus loin, à un endroit où on ne nous attendait pas, mais on sait que le résultat de notre travail, de toute façon, serait accepté parce qu'on était sûr qu'on était, nous, sur une bonne piste de travail. Et on s'amusait beaucoup, beaucoup à avancer en mode furtif avec un habit de camouflage et à voir ça donnait. Mais c'est beaucoup de travail, avancer en mode furtif. D'où venait ce plaisir, Clarisse? Parce qu'on rigolait bien, en fait, on caricaturait la façon de penser des personnes qui nous donnaient des consignes ou qui communiquaient leurs attentes. Et c'était énormément lié aussi à des demandes liées à la technocratie des marchés de la formation, en fait. Donc, on en rigolait et puis on savait que la piste qu'on suivrait, pour laquelle on s'aménageait la possibilité de travailler sous les radars, était une piste qui allait de toute façon donner des résultats et qu'on serait content d'embarquer d'autres formatrices avec, etc. Quoi. Parce que aussi, c'était tout un petit groupe lié à un dispositif de formation qui était embarqué en fait dans le fait de fonctionner comme ça dans le maquis, quoi. Et on citait des répliques de films comiques, on donnait des archétypes comme ça aux personnes, aux collègues au-dessus de nous qui représentaient un peu ces ordres technocratiques qui avaient plus grand sens, mais qu'on devait quand même intégrer dans notre charge de travail. On mettait en scène le fait qu'on y répondait. Christian, tu voulais intervenir? Après, sinon, il y a Magali. Oui, peut-être deux ou trois choses. D'expérience, là, dans ma vie professionnelle aussi, pour revenir sur des expériences que j'ai traversées, il y a un consentement que j'ai vécu intérieurement comme très finalement difficile, mais avec un effet de retard. En fait, je me suis rendu compte pour rentrer dans la norme, c'était dans les années 70, mais ça m'a quand même bien marqué cette saloperie. Je me suis pris par des logiques de violence collective engagées par le groupe qui est gauchiste. Je me suis mis à taper sur mais vraiment méchamment, sur un type qui était à terre, un fasciste, donc taper sur les fascistes comme ça, à terre. Il n'y a aucune raison, en réalité, taper comme ça, au sens où il n'y a pas de danger. Je dis le pauvre, derrière, bon, c'était une situation un peu plus compliquée, mais en fait, là, j'étais pris par cette espèce de consentement. Intérieurement, ça n'allait pas si bien, mais cette espèce de consentement pour me mettre dans la norme, pour me mettre dans ce que tu as dit, le prescrit. Après, ça m'a fait un sacré conflit éthique, un sacré conflit intérieur. J'ai du mal, d'ailleurs, je suis content de pouvoir en parler, bon, je m'évacue aussi en partie ce truc-là. Pour reprendre, on n'est pas très fiers, quoi. Mais le problème, c'est la fierté, on s'en fout un peu, mais ça crée un conflit éthique. Là, le consentement pour rentrer dans la norme, dans une situation mimétisme, si vous voulez, collectif, comme si
garder sa régularité devient dangereux, mais ce n'est pas un danger réel, en fait. Là, le consentement, j'ai vraiment le bon mot, hein. C'est la bonne expression. Franchement, je te remercie de cette introduction, parce que ça m'a permis de réfléchir comme François, j'ai jamais pu réfléchir avant comme ça. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose de particulièrement difficile. Je pense que, voilà. Une deuxième expérience, alors là, c'est vraiment le consentement, on rentre dans la norme, quoi. J'ai vécu comme un processus de désubjectivation, finalement. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même. En même temps, on est pris par le faire. Il y a une deuxième situation que j'ai traversée, de très grande violence également, mais là, je ne l'ai pas du tout vécu, je me suis tu. Pour moi, se taire, ce n'est pas forcément consentir. Se taire est une manière de résister, parce que si d'abord, quelquefois, on ne trouve pas les mots, on est tellement pris par la violence de ce que l'on ressent, de la violence qu'on subit, qu'on n'arrive pas à trouver les mots, et se taire, et au contraire se construire dans ce silence, c'est la manière de résister. En particulier lorsqu'on est dans des situations de grande violence, dans laquelle finalement le climat, c'est-à-dire l'environnement, ne permet pas d'exposer son point de vue au risque de, physiquement, c'est pas seulement une violence verbale, physiquement, mettre son corps en danger. C'est pareil, c'est aussi dans la vie professionnelle et politique que j'ai vécu ça, pas agréable non plus, mais alors du coup, ça n'a pas eu les mêmes effets derrière, en termes personnels, parce que au contraire, le silence m'a permis de me construire dans l'éthique et d'être conforme avec ce que pour moi, voilà. Donc, apparemment, c'était un consentement, en fait, ça ne l'était pas. Donc, il y a une interprétation de ce qui peut apparaître pour les autres comme un consentement. Mais soi-même, on n'est pas dans le même rapport subjectif à la question du consentement. C'est une tactique de se taire. Quelquefois, d'ailleurs, franchement, c'était la seule voie que j'ai trouvée. Après, il me semble, une troisième chose que j'ai vécue, alors là, beaucoup plus souvent, qui est dans le consentement, je suis en désaccord avec ce qu'on va faire, mais en même temps, je trouve que c'est un arbitrage dynamique qui va permettre par l'expérience de construire quelque chose avec les autres. Donc, en réalité, je ne suis pas d'accord, si vous voulez, mais j'ai confiance dans les autres sur la façon qu'à partir de cette expérience, on va pouvoir en tirer quelque chose collectif. Donc, ça protège un peu ce que tu disais, Annelise, la coopération. À plusieurs reprises, en fait, dans l'activisme, je ne dis pas exactement ce que je pense. Forcément, là, dans mon travail, je ne dis pas exactement, voilà. Parce que ça pose la question dans des termes qui ne vont pas, il me semble, pas permettre la coopération. Et à ce moment-là, je le vis comme un arbitrage dynamique, pour dire des choses comme ça. Et du coup, ce n'est pas un renoncement. Il n'y a pas d'équivalence entre consentement et renoncement. Consent à faire cet arbitrage avec mes collègues, ce n'est pas pour autant que j'ai renoncé aux raisons de mon désaccord, du fond de mon désaccord. Et ça, c'est dans des situations où la coopération est possible. Et la confiance est entretenue, j'ai ressenti fort, ce qui est quand même un effort sur soi-même, parce que voilà, c'est une espèce de processus réflexif sur lequel je me suis engagé. Puis une dernière expérience, c'est quand j'étais vice-président de mon université à la fonction RH, donc au fait, comme ça, directeur finalement, quasiment, parce que j'avais la responsabilité de la politique RH. Je me suis retrouvé en conflit ouvert avec le président de l'université, qui avait, d'ailleurs, François, on intervenait ensemble à ce moment-là, et en conflit ouvert avec le fait que le président de l'université a demandé la démission du DGS, du directeur général des services.
démission que je trouvais particulièrement injuste parce que ce DGS avait bien entendu un certain nombre de choses qui, comme toute personne, mais en même temps, il était extrêmement engagé dans la coopération, extrêmement engagé dans la capacité, en tout cas la recherche de faire évoluer l'organisation. C'était juste avant les fusions, c'était au moment de la loi sur des Pécresse, donc des réorganisations importantes engagées par la loi Pécresse et donc des réformes institutionnelles. Et alors là c'est en fait, le consentement, j'ai pas pu ne pas, j'étais pris par a pu ne pas consentir d'une certaine manière parce que j'avais pas le pouvoir de le faire. Du coup, j'ai démissionné. Mais cette démission, c'est assez compliqué parce que par certains côtés, c'était un renoncement, c'est-à-dire une façon de consentir par la fuite, quoi. Parce que la démission, c'est une fuite. Que je trouve assez compliqué, avec un espèce de conflit intérieur sur l'arbitrage à suivre, pas simple. Moi, je me suis peut-être raconté un peu des histoires, mais en même temps, je l'ai revu à la fois comme une fuite et à la fois une capacité de me redéployer. Je crois que c'est François qui dit ça, on se redéploie, on fait un pas de côté, puis on reprend la question autrement. Bon. Mais en même temps, la responsabilité que j'avais, c'était un trop gros effort de tenir le conflit, de le maintenir. Je n'en sentais pas la ressource intérieure. Mais pour certaines personnes, ça a été compris comme une forme de consentement, parce que j'ai laissé faire en démissionnant. Laissé faire. Je n'ai pas trouvé les moyens de me battre contre ce truc. Donc on voit que là, pour moi, c'est du point de vue de ce que j'ai par rapport à des responsabilités. Je ne trouvais pas d'autre solution que de démissionner. Dans ma tête, je ne renonçais pas, mais je rétablissais un contournement, notamment par un engagement encore plus important d'Artémis. Mais en même temps, de l'extérieur, ça a pu apparaître comme un consentement. Parce que de fait, je n'arrivais pas à trouver la faille dans ce système-là et qui mettent un caillou dans l'engrenage. Donc c'était ambivalent, quoi. Ma position était ambivalente. C'était à la fois une mode de consentement par la démission et puis un espoir de pouvoir me redéployer pour reprendre le problème autrement. Parce qu'il me semble aussi que dans certaines situations, la puissance institutionnelle, la violence nous met m'a mis dans une espèce dans une incapacité personnelle à trouver une orientation que je pensais possible. Et donc, voilà, c'est un mi-chemin entre le consentement et le renoncement. Là. Bon, je voulais donner ça pour contribuer à cet échange et aussi la façon dont finalement le fait de pouvoir en parler, par exemple avec vous, je trouve ça très important pour moi d'écouter comme ça, dans un cadre collectif et puis introduit aussi bien par toi, Lise. Et je pense que c'est un espace, comme ça aide encore à se construire, encore de se poser ces discussions, le fait de mettre des mots sur cette expérience ensemble, voilà, ça contribue de ce point de vue. C'est une nouvelle chance de faire en sorte que cette période de renoncement peut peut-être conduire à quelque chose où on renonce moins et où le consentement ne relève pas du renoncement. Et parce qu'on retrouve, par le collectif qu'on constitue, c'est là où le collectif devient essentiel. Et un collectif politique, un collectif qui a comme un point d'appui absolument fondamental pour moi, vraiment fondamental. C'est un plan perso, là, je parle.
prends la relève de Sandro qui m'a fait savoir qu'il était obligé de rendre l'antenne, comme on dit, puisqu'il avait un petit problème. Donc, je prends les rênes de l'animation. Et donc, la parole a été demandée par Magali. Je voudrais juste, avant de la lui laisser, qu'on ait en tête, malgré tout, qu'on ait en tête une dimension à laquelle Anne-Lise a fait allusion, qui est France Télécom. Et ça fait un peu rebond par rapport à ce que vient de dire Christian, le débat de savoir, sachant qu'on n'est pas dans la conscience des uns et des autres, mais entre le fait que des gens sont restés, n'ont pas démissionné, et d'autres l'ont fait, il n'est pas certain que la question du consentement passe de manière aussi nette qu'il l'apparaîtrait. Et ta remarque laisse à entendre qu'il peut y avoir dans le fait de démissionner des manières qui, en réalité, n'ont pas forcément l'air d'une position aussi nette que pour ceux qui ont essayé, comme ils ont pu, de faire quelque chose et donc ont été résistés tout en ayant l'air de consentir. Il y a quelque chose là, je pense, qui, dans une histoire qui est très très vive et qui est dans la mémoire de tous, vaut le coup peut-être être recyclé. Magali. Le micro, Magali. On t'entend pas. Voilà, c'est bon là. Oui. Ouais. C'est un sujet qui est encore pour moi en cours en fait. Un dossier, ça fait 2 ans que ça dure. Ou pour des questions de prévention, j'ai pu rencontrer le président de mon entreprise pour lui montrer en quoi je pouvais l'outiller en fin de compte pour porter une démarche de prévention auprès des organisations professionnelles qu'il rencontrait, en quoi on pouvait être ressource pour ça et en quoi je me suis vue au cours de cette discussion confier un tout autre sujet qui était quelque chose qui ne me convenait pas du tout en fait, d'agir sur un autre facteur beaucoup plus économique qui ne me convenait pas du tout et cette histoire de consentement, elle me pose la question de la résistance, en fait, aussi, en creux. C'est-à-dire comment, quand, vous essayez de défendre quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, vous vous retrouvez, en fin de compte, avec quelqu'un qui ne comprend pas et vous missionne sur autre chose et vous fait confiance, en fait, sur cette autre chose, cet autre sujet, heu, pour lequel vous pensez que c'est pas la bonne voie ou en tout cas, vous êtes persuadé que c'est pas le bon levier, en fait, pour faire bouger les choses et d'autant plus que si ce levier-là est activé, ça met en péril, en fait, tout le travail que vous faites avec un réseau derrière qui croit en vous, en fait et qui vous fait porter aussi cette dimension-là dans la capacité que vous avez aussi à parler au niveau national, au président et du coup, ça me fait réfléchir, donc en fait, moi, en fait, il y a différentes phases, en fait, quand on se trouve à des situations comme ça. En tout cas, moi, je vis comme ça. Déjà, c'est une révolte. Non, je ferai pas, je ferai pas ça, voilà. Cependant, je suis payée par une boîte. Donc en quoi, en tant que salarié d'une entreprise, d'un directeur ou d'un président qui vous confie quelque chose, vous êtes légitime ou vous êtes, dans votre droit de dire non? On est contraint, on est voilà, on est quand même dans une entreprise qui vous paye, qui voilà, qui et du coup, comment à partir de là, eh bien, on consent malgré tout à s'y atteler, voilà, ce que j'ai fait, mais en ayant, par derrière, en gardant quand même, son éthique, sa croyance au fait que, c'est pas le bon chemin et en fait, en se mettant au travail pour essayer d'amener des éléments qui pour moi, vont montrer que c'est pas le bon chemin, quoi. Et du coup, c'est là que voilà, comment on fait une économie de résistance? Du coup, on lâche la résistance pour pouvoir s'y mettre et comment, j'ai pu aussi m'appuyer sur, des alliés, des collègues qui étaient plutôt, en discutant avec eux, des personnes de confiance qui étaient aussi dans la même logique que moi et là, comment j'ai pu m'appuyer sur d'autres personnes pour pouvoir construire en fin de compte une compréhension de la question qui nous était posée et la construction en fin de compte d'éléments qui donnaient à voir que c'était pas si simple que ça, que c'était beaucoup plus complexe et que ça nécessitait d'en débattre et en fait, quand on se trouve comme ça acculé à une commande,
ce qui me gêne le plus, c'est qu'on ne puisse pas en débattre et replacer ça, à un niveau, des personnes qui ont donné la commande pour pouvoir vraiment, en fin de compte, comprendre ce qu'il y a derrière, pouvoir, argumenter, pouvoir en débattre, pouvoir et ça me manque énormément et je pense qu'il y a des fois, on lâche et on consent parce qu'aussi il n'y a pas cette ressource du débat à plusieurs, pour pouvoir, construire autre chose, en fin de compte, qui permet que chacun avance sur ses représentations. Et c'est un peu comme, on dit certains, hein, moi j'ai fait un travail de sous-marin en fait, c'est un peu ça, c'est un peu sous les radars aussi, mais c'est une manière de résister tout en acceptant la commande, tout en consentant, mais pas sans le faire, je dirais avec, intelligence et en montrant aussi, bah, les tenants, les aboutissants, les enjeux, les risques aussi que ça représente. Donc voilà, j'ai pas dit exactement sur quel sujet c'est, mais c'était un sujet de prévention et de cotisation qui me tient encore à cœur parce qu'aujourd'hui cette affaire-là, elle est pas réglée. Et ça fait 2 ans que ça court. Voilà, un témoignage. Merci. Si vous avez besoin de réagir, hein, on va peut-être en prendre plusieurs interventions. Et Jean-Marie, tu avais demandé la parole. Merci François. Oui, c'est un sujet, je ne sais pas, dans mon esprit là, ça m'oblige, les mots qui me viennent, c'est la distinction à faire entre l'acceptable et l'inacceptable. Et une fois que j'ai dit ça, je voudrais faire encore la distinction entre des relations interpersonnelles et des relations plus collectives. Dans les relations interpersonnelles, il y a clairement des situations dans lesquelles le consentement signifie l'emprise, une relation perverse. C'est Maznev, Springor. Bon, j'ai dû éviter de rencontrer des pervers et d'avoir ce type de relation, donc je ne vois pas bien de situation dans laquelle mais il faut savoir fuir les pervers aussi. Après, dans les relations toujours interpersonnelles, il y a une autre relation dans laquelle il y a eu, et j'ai eu des relations comme ça, avec des gens qui font autorité pour moi. Et qui, en cas de doute, je vais m'en remettre à eux. Ils m'ont sorti d'un certain nombre de situations. Alors, évidemment, il y a toujours la possibilité d'être déçu à un moment et de penser que la personne en qui on avait mis sa confiance, qui faisait autorité, est en train de se planter. J'ai le sentiment d'avoir suffisamment bougé pour ne pas être arrivé à des situations comme ça au moment où on se dit j'ai mis ma confiance dans quelqu'un et finalement ça ne va pas. Après, dans les relations plus collectives, et c'était intéressant la présentation qui était faite, y compris sur la possibilité de continuer dans le collectif, deux choses. Là, il me semble que le mot qui me vient plus spontanément est plutôt celui de désaccord. Et alors là, par contre, des désaccords, j'en ai effectivement, comme tout le monde, on en a eu sur plein de décisions, de stratégies, d'avis sur une personne, etc. Bon, j'ai le sentiment d'avoir pu suffisamment en débattre pour éventuellement modifier l'avis que j'avais au début, modifier ma position. Mais c'était pas... je n'ai pas eu le sentiment d'un renoncement, de renoncer à quelque chose qui aurait été inacceptable. C'était plutôt l'idée qu'effectivement, à un moment, je suis en minorité aussi, et on peut aussi accepter, on n'a pas toujours raison. Il y a des moments où j'ai eu tort, donc j'ai eu raison d'accepter, de consentir à... Alors, ce n'est pas forcément la loi de la majorité, mais un certain consensus qui semblait se dégager, contrairement à ce que j'avais pensé. Après, alors, je m'interrogeais aussi parce que j'ai pu être en situation de demander à des collègues de consentir, puisque j'ai été aussi en situation d'autorité ou de direction. Bon, c'est quelque chose, je pense, qui est... qui tient enfin, qui est importante et dans lequel on peut passer vite une situation où on humilie, où on profite de sa position dans la relation de subordination à une relation qui peut emporter aussi, qui est pleine de respect pour la vie, le désaccord, mais qui néanmoins à un moment
dit qu'on va prendre une position et qu'elle va être collective. Une fois que j'ai dit ça, une fois dans ma vie, j'ai démissionné. J'ai démissionné avec fracas, mettant dans une situation, mais j'étais jeune, dans une situation financière, professionnelle. J'étais jeune, mais j'avais déjà un fils, assez catastrophique. Mais c'était alors l'argument. C'est pour ça que je pensais à l'inacceptable. Quelque chose était inacceptable, c'était un conflit avec une mise en cause d'une personne, d'un collègue, et tout a été fait pour préserver ma situation dans l'organisme dans lequel j'étais, au détriment de la solidarité que je voulais montrer et prouver vis-à-vis de ce collègue qui, à mon avis, était injustement mis en cause pour des raisons à la fois politiques et personnelles. Peu importe, c'était une situation dans le milieu associatif, et bon, on voit bien comment ça peut arriver. Quelque part, je me dis qu'effectivement, là, quelque chose m'a paru inacceptable. Et dans ces cas-là, il faut le marquer par un acte qui, en tout cas dans cette situation-là, me paraissait être que la seule chose possible, c'est la démission. Mais ce n'est pas du tout la même chose qu'à un moment d'être en désaccord, d'en avoir ras-le-bol qu'on vous demande du reporting avec des tableaux Excel dont on sait pertinemment qu'ils iront sur une étagère. Bon, est-ce que là, on consent à quelque chose d'inacceptable? C'est une décision qui dépend aussi de l'acceptable et l'inacceptable. Ce n'est pas des choses qui sont en soi fixées pour l'éternité. Ça dépend de beaucoup de paramètres, mais simplement on doit arbitrer et en revanche maintenir l'idée que dans la vie, il y a bien des choses inacceptables. Oui. Ça me paraît aussi important que l'idée qu'on ne se déshonore pas à chaque fois qu'on n'a pas emporté le morceau sur une décision, d'abord parce qu'on n'a pas forcément raison, et puis parce qu'à certains moments, ok, c'est pas ce qu'on aurait aimé faire, mais après tout. Hein. Est-ce que, si on tire un peu ce fil, on aurait... il y a deux situations pures qui seraient un accord enthousiaste sans réticence à quelque chose. Et puis inversement, il y a le refus de l'inacceptable, et donc ce qui n'est pas accepté. Et entre les deux, on serait toujours sur des modalités variées, mais toujours dans une situation où ça va relever d'un consentement à organiser. Puisqu'il y a tension, il y a débat, il y a altérité en soi, avec les autres, avec le monde, enfin diversement. Et d'une certaine manière, ça finirait par laisser penser que c'est consubstantiel de toute activité, quoi. Dès lors qu'elle est aux prises avec un réel qui lui résiste pas au point qu'on cède et qui ne serait pas suffisamment vaincu qu'il n'y aurait rien à reprocher. Si on est toujours là-dedans, est-ce que le consentement, ça devient synonyme finalement de l'activité? Et est-ce que finalement, il n'y a rien à chercher du côté d'une analyse du degré en quoi il y a vraiment ou pas consentement, selon qu'on met dans ce mot un accord plein, quelque chose qui n'arrive pas à se faire entendre, pour reprendre ce dont parlait Anne-Lise. Qu'est-ce que je dis ça pour relancer peut-être la façon dont on prend les affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Anne-Lise? Moi, je pense que c'est pas pareil, le désaccord et le consentement. Enfin, voilà, je pense que dans le consentement, il y a quelque chose qui nous entame quand même, avec lesquels on compose. Alors, c'est vrai qu'on compose pour des valeurs souvent, ou des conceptions, etc. Mais que le consentement entame, et d'ailleurs, il entame tellement que parfois, on démissionne, on part,
on trouve une porte de sortie. Mais quand on n'a pas la porte de sortie, je pense que la question du consentement est compliquée parce qu'il nous met nous-mêmes aux prises entre la nécessité de ne pas s'enfermer dans des certitudes, de ne pas s'enfermer dans le fait d'avoir raison, mais la tension aussi avec pas perdre ce à quoi on tient. Pas perdre ce à quoi on tient. Dans le travail, moi, autant je n'ai pas consenti à une époque et j'ai démissionné, mais j'ai trouvé une solution. Alors, lâche, pas lâche, peu importe. Mais par moment, par exemple, là, dans le travail, on voit qu'on a des formes d'obligation, par exemple, de concevoir des diplômes ou de concevoir des pédagogies. On a des formes qui nous obligent, auxquelles on doit consentir et qui finissent par véritablement entamer nos conceptions pédagogiques, nos conceptions de la formation, nos valeurs, etc. Et auxquelles c'est bien compliqué parce que, alors, soit on a de la stratégie de contournement, et tant mieux, mais ce n'est pas toujours possible parce qu'on a des systèmes de gestion de plus en plus panoptiques, c'est-à-dire qui de plus en plus empêchent les contours, les détours, et on consent. Et en consentant, on a parfois le sentiment de perdre le sens de ce que l'on fait. Je pense que, alors, j'ai un tempérament à résister, donc ça, mais j'ai quand même des collègues qui sont partis à la retraite et qui me disent « je suis partie au bon moment parce qu'il n'y avait plus de sens ». Donc, on voit bien que le consentement peut quand même entamer quand les contours, la ressource du collectif, la possibilité du partage devient de plus en plus limitée. Donc, je pense que c'est... et ce n'est pas simplement du désaccord sur lequel il faut qu'on débatte et sur lequel on peut finalement reconnaître qu'on a tort. Ou, voilà. Je pense à quelque chose de plus entamant dans la question du consentement. Je trouve ça très important. Alors, d'abord, tu parles de moi d'une manière excellente. Je suis parti au bon moment. C'est-à-dire que je suis parti de la fin au moment où c'était vraiment devenu... J'ai eu de la chance, quoi, comme on dit certaines personnes, semble-t-il, à toi. Mais ce que je trouve, que tu ajoutes dans ce que tu viens de dire, c'est que le consentement, comme tu dis, ça entame, c'est-à-dire que ce qui se joue, ce n'est pas une adversité de n'importe quelle nature, c'est une adversité morale. Et donc, ce que tu proposes, c'est que le mot consentement, il n'est pas simplement le fait d'avoir à se coltiner avec ce qui résiste comme ça, mais avec une adversité morale. Tu parles de valeur, tu parles de sens, et donc tu dis, effectivement, l'enjeu, c'est de ne pas lâcher ce à quoi on tient, on pourrait même dire ce par quoi on tient. Oui. Et qu'autrement dit, là, il y a un niveau on va dire, de la négociation avec le monde, avec le réel, qui est quand même très concrètement pris dans le registre des valeurs, dans ce que tu dis, et pas dans un autre. C'est même pas, peut-être par rapport à ce que disait Jean-Marie, par exemple, c'est même pas cognitif au sens d'avoir raison ou tort, au sens de l'analyse. Toi, parce que avoir raison ou tort dans le registre de l'analyse, on peut y consentir, parce que comme disait Jean-Marie, après tout, on n'est pas sûr d'avoir raison, que c'est en essayant qu'on verra, et on peut garder, ou comme disait Christian tout à l'heure, je peux ne pas être d'accord, mais au nom, par contre, d'une dimension de la valeur qui est, par exemple, qu'on se défasse pas, qu'on se débande pas, que le collectif se tienne, que ce qui est supérieur à ça, c'est la qualité, par exemple, d'une entente, passe par un silence qu'on fait, et c'est pas le même consentement se faisant, parce qu'au contraire, ce qui est activé,
c'est quelque chose à quoi on tient et à quoi on ne cède pas. Mhm. Et on reste ensemble jusqu'au jour où ça ne vaut plus le coup. Donc en réalité, c'est un même mot qui glisse dans des registres où en fait, il ne s'agit pas de la même chose. Alors, comme dans la vie quotidienne, tout ça s'est mêlé, on peut finir par dire, mais c'est pas pareil. On pourrait pas inverser. Pardon. Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser la proposition d'analyse? Parce que j'ai entendu, c'est que le consentement entame jusqu'à perdre le sens. Est-ce que c'est pas dans l'autre sens, en fait, qu'il faut lire? C'est parce qu'on a perdu le sens que le consentement entame. C'est parce qu'on a perdu au regard de l'expérience universitaire qui est la mienne, j'ai pas le sentiment que les tâches administratives, je consentais à les faire. Il y avait même des cours où les étudiants, ils étaient là, je sais pas trop pourquoi. Bon, c'était pas très agréable. Du coup, il y avait quelque chose d'un consentement, et je peux pas dire que ça m'entamait, au sens le consentement entame, c'était plutôt un compromis pour faire quelque chose, mais qui était engagé dans quelque chose, qui était engagé dans un sens. Et je pense que si on se réfère à l'expérience de l'enseignement supérieur, à l'heure actuelle, certains d'entre nous ici ont vécu, je pense que c'est dans l'autre sens que ça passe. C'est parce que le sens politique a été perdu que, alors, la dimension de consentement est amenée à entamer. Mais je pense que c'est important d'inverser les propos, parce que c'est justement on pourrait dire la débandade politique, y compris dans ce milieu universitaire, qui a conduit à ce sentiment de consentement qui entame, qui renvoie, lui, à un renoncement politique dans les années 80, qui est post-68 d'une certaine manière, qui n'a pas réussi à se redresser dans cette affaire, c'est-à-dire d'avoir des intellectuels qui se mettent au service d'un projet collectif et politique, sociétal. Et c'est ce type de basculement qui, de mon point de vue, fait qu'à un moment donné, ce consentement entame. Mais toi, c'est intéressant parce qu'un certain nombre d'opérations qui apparaissent pour certains universitaires comme entamantes, que moi j'ai vécu, c'est toujours le même, les cours, les trucs administratifs, ça ne m'entamait pas. Je ne dis pas que ça me faisait plaisir de le faire, mais ça ne me sentait pas entamé parce qu'il y avait une autre dimension. Alors, très certainement aussi parce que, parallèle, on avait créé avec François Athélis, mais alors, je ne vais pas dire que je n'étais pas content de passer à la retraite non plus. pour d'autres raisons, c'est-à-dire de liberté plus grande. Mais je ne veux pas dire que je ne pouvais pas reprendre ton discussion en disant que le consentement entamait là. Et donc, on voit que des mêmes activités dans une même situation, universitaire, un peu dégradée, pour certains, ça les entame, pour d'autres, non. Le point de vue qui est le mien, là, c'est que c'est le fait d'avoir renoncé à un projet politique et sociétal des universitaires qui conduit à ça. Et que d'une certaine manière, c'est le renoncement politique des intellectuels qui conduit au fait que, ensuite, le consentement entame. Donc, j'aurais plutôt une proposition à inverser l'ordre logique de ton propos. Est-ce qu'on peut entendre la réaction de personnes que nous n'avons pas entendues, voire même qu'on ne voit pas? Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'Amélie, vous auriez quelque chose à exprimer dans ce débat pour que ce soit un débat avec vous, justement? Il y a aussi mon ami Jacob qui a une expérience proche de ça. Oui, mais je vais essayer de faire la tournée des... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, moi, je suis tout à fait intéressée par les propos qui sont énoncés aujourd'hui et il y a un point sur lequel j'ai envie de m'exprimer à titre peut-être plus personnel, en fait, c'est dans la notion de consentement, ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est la progressivité, en fait, du consentement. Il me semble que consentir, c'est, professionnellement, en tout cas, moi, je l'ai rencontré de cette manière-là, c'est dire oui sans mesurer vraiment à quoi on s'engage. Et le problème,
Le problème, c'est quand on mesure finalement que ce à quoi on s'est engagé ne nous convient pas. Mais il me semble que c'est parce que c'est sur 2 temporalités distinctes, en fait, qu'on est... en tout cas, que moi, personnellement, je me suis retrouvée en difficulté, c'est-à-dire comment se dédire finalement d'un processus dans lequel je suis rentrée en ayant dit oui. Et de mesurer par la suite que je ne suis plus d'accord, ou je n'étais pas d'accord sans l'avoir vraiment compris. À quel Voilà, moment vous donc, diriez qu'il y a, excusez-moi pour qu'on comprenne, à quel moment y a-t-il consentement? C'est quand vous avez dit c'est oui ça la sans tout question, savoir, exact. et donc vous avez, ça pourrait s'entendre, consentir c'est y aller sans tout savoir, mais bon, ou bien c'est quand, le sachant mieux, vous restez quand même, parce que, alors, parce que prise par une parole donnée, je ne sais pas, à quel moment y a-t-il pour vous le mot consentement? Je pense que le consentement est problématique a posteriori. Au moment où on dit oui, Ah oui, il d'accord. me semble qu'on s'engage en étant d'accord. Mais en étant d'accord, on peut changer d'avis ou simplement parce qu'on n'a pas mesuré ce pourquoi on était d'accord. Et donc, c'est en ça qu'il me semble qu'il faut peut-être rappeler que le consentement, ça se passe en plusieurs temps. Et ce n'est pas à un instant donné, c'est un construit, il me semble. D'accord, merci. Eh bien, Jacotte, alors. Le micro Jacotte. Oui, micro. C'est bon là? Vous Très m'entendez? bien. Oui, oui, très bien. Oui. En gros, je suis une vieille retraitée, hein, ça y a aucun doute. Professionnellement, j'ai toujours eu une chance exceptionnelle parce que j'ai toujours eu une stratégie d'évitement des endroits où il y avait conflit. Et je me suis toujours retrouvée professionnellement dans des équipes où vraiment je consentais totalement à ce qui s'y passait, qui étaient des équipes de chercheurs, il faut le dire, dans des statuts très privilégiés. Et j'avais quand même une stratégie d'évitement. Dès que j'avais une proposition qui semblait plus intéressante, du moment que ce n'était pas dans un certain cadre qui me paraissait tout à fait favorable, je refusais. Donc, sur le plan professionnel, je n'ai pas eu de gros problèmes d'arbitrage, voilà, j'ai toujours été avec des gens avec qui on s'engueulait beaucoup, mais sur lequel il y avait des consentements tout à fait sur les choses profondes. Voilà. J'ai connu Christian à l'époque où effectivement il a eu tous ces problèmes en 70, dont je me souviens fort bien, et dont nous avons beaucoup parlé. Bon, que dire d'autre? Sur le plan personnel, c'est autre chose. Ça, je crois qu'on passe sa vie à avoir des consentements et des arbitrages sur le plan personnel, mais je ne rentre pas dans cette partie de ma vie. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Et puis qu'effectivement, moi, il y a une solution qui me paraît très importante, c'est celle qui a été évoquée entre l'acceptable et l'inacceptable. Hein, c'est-à-dire que dans la mesure où les choses sont acceptables par rapport à un certain nombre de critères d'éthique et de choses que l'on conserve quand même de façon permanente, on y va et on consent et on ne se repose plus de questions sur le consentement. Bon, j'avoue que j'ai toujours eu la chance de ne pas me retrouver en face de l'inacceptable. Peut-être juste ceci, je rends hommage à votre feeling politique qui fait que vous avez su vous tenir loin des endroits où ça bastonnait. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Non, non. Mais par contre, ce qu'on peut imaginer, et c'est un enjeu d'actualité peut-être, c'est qu'on se retrouve à certains moments de l'histoire dans des situations dont on ne peut pas déclarer qu'on en est ou pas, on est dedans. Par exemple, le confinement, on est dedans. Ce qui peut être déclaré, c'est le rapport qu'on décide d'avoir avec lui. Et c'était un peu le sens de la référence que faisait Anne-Lise à un texte d'Emmanuel Hersch sur un confinement qui s'impose, mais ce qui ne s'impose pas, c'est ce qu'on en fait et comment on y joue sa part. Et comment, ce faisant, du consentement est en jeu selon qu'il est débattu. Alors, il y a une mobilisation d'un espace du collectif qui peut finir par conclure à quelque chose qu'on n'aurait pas accepté, mais auquel on accepte de contribuer parce que du débat, voilà, ou bien qui s'impose de manière de plus en plus vécue comme très péremptoire et autoritaire sans qu'on n'y comprenne plus rien, et où le consentement met chacun, alors pour le coup, je pense, dans une situation où il peut se sentir entamé. Ça, il y a dans la situation actuelle, je pense
quelque chose qui demande une réflexion morale et politique réactivée si on ne veut pas se retrouver en bah, c'est comme ça, ou bien qu'est-ce que ça sert à rien de gueuler, ou bien je souffre de ce qu'on m'impose. Non, moi je trouve que c'est une question de limite. Bon, du limite de l'acceptable ou pas de l'acceptable. Bon, j'ai une grande capacité d'adaptabilité, c'est vrai, mais il y a certaines choses qu'on ne doit pas dépasser. Et voilà, bon, c'est tout par rapport à ça. Je fonctionne très égoïstement, dans une acceptabilité personnelle propre à mon éthique. Point. D'accord. Bon, on va peut-être solliciter alors non pas des retraités, mais des visiblement plus jeunes. Virginie. C'est une bonne idée. Réaction de ma part rapide par rapport à ce qu'a dit Jacotte. Moi, j'entends, parce que Jacotte, on se connaît bien, mais moi, il me semble que dans ce que disait Jacotte, il peut y avoir une mauvaise interprétation de ce qu'elle a dit, en disant il n'y a pas de conflit. C'est pas qu'elle évitait les conflits. Il n'y a pas de conflit. C'est pas qu'elle évitait les conflits, c'est que l'engagement, l'articulation qu'elle faisait, qu'elle a faite, en tout cas, c'est comme ça. Les choix. Et les choix. Oui, mais parce qu'il y avait un engagement politique dans la façon dont oui, d'accord, oui, là, recherche lui permettait de vivre autrement, cette question qu'on appelle le consentement. Je trouve que ça vient renforcer quand même le point de vue qui est de dire, lorsque le point de vue politique est là et entretenu, oui, c'est ça. Oui. Autrement la question. C'est ça. Oui. Mais je crois que... Enfin, je pense qu'on avait bien compris ça. Mais peut-être pas. Non, tout à fait. Est-ce qu'on peut solliciter alors l'avis de je ne vais pas y arriver. La contribution de Virginie. Oui, en fait, c'est pas Virginie, c'est Marilyn. Voilà, je suis sur son... Voilà, donc en fait, je suis désolée parce que je n'ai pas entendu le début de ce que disait Annie Zulman. Probablement parce que... Enfin, moi... Ah, on n'entend pas. Ah oui, bloqué. Au niveau des horaires, donc je suis désolée. Alors, pour ce qui me concerne, j'entendais la question des expériences sur le consentement, le consentement et le désaccord. Alors, sur une deuxième expérience de travail, on m'avait demandé effectivement un certain positionnement que j'ai refusé. Et donc, je suis partie de l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que pour moi, ça aurait été de l'inacceptable. De l'inacceptable, pas d'un point de vue politique simplement, mais également parce que je me disais qu'accepter à ce niveau-là risquait de m'entamer physiquement. Et de m'entamer physiquement, du coup, je suis restée une longue période où j'ai cherché du travail parce que c'était pas facile. Et puis surtout parce que ayant décidé de ne pas céder à certains aspects, de ne pas entamer mes valeurs, eh bien, j'avais du mal également ensuite à rentrer dans des organisations qui pouvaient les entamer. Donc, j'ai eu effectivement une grande période de passage un peu, on dirait, très, très difficile pour sauvegarder mes valeurs. On a parlé tout à l'heure de valeurs, on a parlé de sens, on a parlé de morale. Je ne sais pas vivre autrement que cela. Donc pour moi, c'était important d'être là-dessus. Et puis également, j'ai apprécié, je crois que c'est tout au début, le premier monsieur qui faisait donc l'animation, qui a posé une question: le consentement n'implique-t-il pas une liberté de choix? Donc, si on consent, alors on peut dire que quelqu'un consent parce que la personne a une liberté de choix. Et moi, je travaille beaucoup en ce moment sur la servitude. Et donc, ça m'a amené sur la question. Alors, excusez-moi, je vais apporter une question qui est peut-être un petit peu forte là dans ce moment-là. C'est donc, si l'esclavage n'était pas consenti, donc si l'esclavage, il n'y avait pas de choix, alors il n'y avait pas de consentement.
Donc, je dois continuer à réfléchir sur cette question-là, mais en tout cas, c'est la question que je me suis posée. D'autant que je vous disais que je suis en Guadeloupe en ce moment et que depuis hier, il y a des grèves qui ont été commencées, probablement pas relayées par la presse nationale, mais en tout cas, il y a des grèves qui ont commencé parce que les professionnels refusent de continuer à recevoir, je les entendais, hein, on refuse c'était le chômage partiel, nous on a besoin de travailler, de nourrir nos familles, etc. etc. Et donc, c'est un refus, c'est une absence de consentement, parce que les gens ont la liberté de choix, et donc ils ont dit non. Et donc, il faut que je continue à réfléchir sur, ok, c'est un refus, mais un refus de quel ordre? Voilà, par rapport aux discussions que l'on avait, c'était la contribution que je pourrais avoir et les réflexions que j'avais à ce moment-là. Merci beaucoup. Ce rappel effectivement d'une remarque que Sandro avait faite en ouvrant, l'hypothèse qu'on ne peut parler de consentement que sous l'hypothèse d'une liberté qui s'exprime là. Certes, face à des contraintes, mais comme on sait, la liberté, c'est souvent d'abord la reconnaissance et l'accord des contraintes, mais de la possibilité de les dépasser aussi. Et quand on est dans une situation où la contrainte s'impose, au sens où on ne peut pas s'y soustraire, en toute hypothèse, il ne peut pas y avoir de consentement. C'est tout l'enjeu d'ailleurs dans les affaires de viol ou de choses comme ça. En tout cas, c'est un point important. Je vais vous proposer qu'on s'arrête là pour… Pardon ? Pas tout à fait d'accord. Vas-y. Pas tout à fait d'accord. Même si on prend par exemple la question de l'esclavage et la question de la liberté de choix, puisque cet exemple c'est un très bon exemple. Et effectivement, il y a, comment dirais-je, il n'y a pas de liberté de choix formelle, mais intérieurement, des gens apparemment étaient dans le consentement, mais ils n'étaient pas dans le consentement. Ils étaient soit dans le silence de la parole, soit dans la résistance. Donc, c'est une apparence, le consentement. Ils n'étaient pas dans le consentement. Non. Peut-être que d'autres, ils l'étaient, mais pas tout le monde. Et donc, il faut faire attention de l'interprétation de l'extérieur. La contrainte de l'esclavage, elle était très forte, elle était là. Ce n'est pas pour autant que certains n'étaient pas dans le consentement et d'autres ne l'étaient pas, et l'étaient. C'est une question très importante. Ce n'est pas parce qu'il y a une contrainte. Attention, on peut être dans une contrainte extrêmement forte, on peut être aussi dans la dictature nazie, on peut être sous la torture nazie, extrêmement fort. Ce n'est pas pour autant que la question de trouver un choix ou non, et le silence, et ne veut pas dire que c'est un consentement. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de situations dans lesquelles cette question ne se pose pas, y compris en termes de contrainte et de violence de la contrainte. Je pense que cette question, elle se pose dans toute situation. Et la liberté de choix, elle existe toujours en partie, y compris dans l'esclavage, de se taire et de résister intérieurement. Donc, on a plein de témoignages d'une force incroyable, apparemment, qui était dans le consentement, mais pas du tout dans la réalité. Et donc, ce n'est pas la violence de la force de la violence. Excuse-moi, mais là, tu dis quelque chose de, je crois, très important, mais sur un mode, me semble-t-il, qui inverse ce que, en tout cas, moi, j'avais compris. Oui, c'est exactement. Ça inverse ce que j'ai dit. Pas du tout par rapport à ce que disait Billy, je disais par rapport à la conclusion que tu en tires. Non, mais justement. Des situations qui empêchent, dans lesquelles il y a pas du tout par rapport à ce que dit Amélie. D'accord, alors, ok. Par rapport à la conclusion que tu en as tirée, en disant qu'il y a des contraintes ensuite, qui fait que cette question-là, la contrainte est tellement forte que. Non. Parce que il y a des situations donc, de domination. Pardon ? Il y a des situations de domination dans lesquelles le consentement ne peut pas s'exprimer, sauf qu'en réalité, la domination n'est jamais absolue. Et il y a donc toujours la possibilité d'un consentement qui relève d'une dimension extrêmement intime et privée et dont il ne faut pas conclure à son existence ou à son absence sur la seule base
de la force qui s'exerce. Voilà, sur l'apparence. Oui, tout à fait d'accord. C'est ça. Oui, là, on est sur des thèmes très profonds pour ce qui nous occupe. C'était pas, attention, ce que je dis n'était pas du tout en contradiction avec ce que disait. Non, non, d'accord. De fait, décidément, mal compris ce qui se disait là. Bon, il est temps que ça s'arrête. Je vous propose qu'on reprenne l'exercice que nous avons maintenant mis en place, que chacun d'entre vous, sur le fil de conversation, témoigne de deux dimensions, ce qu'on a appelé le sac et le frigo. C'est-à-dire le sac, c'est qu'est-ce que de cet échange vous retenez là, qui vous sert tout de suite, que vous pouvez relayer, j'allais dire dès demain, dans vos activités, et que vous avez capté là, et qu'il est intéressant que vous notiez. Et puis le frigo, c'est dans ce que nous avons discuté, qu'est-ce qui relève de dimensions dont vous ne saurez rien faire tout de suite, que vous allez laisser reposer un peu, mais dont vous sentez qu'elles ont vocation à un jour être reprises pour des approfondissements ou des usages à venir. Voilà. Donc, entre ce qui est tout de suite utilisable pour vous, qui fait sens immédiatement, et ce qui vous met au travail pour des résultats à venir. Donc, si vous voulez bien, notez ça dans la colonne. C'est utile parce que ça laisse trace et nous, à un moment donné, on fera un usage, anonymisé évidemment, de toutes ces remarques que vous faites au fil des séances pour essayer de faire surgir soit des questions nouvelles, soit des façons de s'y prendre, dont on essaiera de faire le meilleur usage possible. Voilà, donc je vous laisse documenter ce fil. Et tout en même temps, c'est une charge cognitive un peu compliquée, je vous invite à écouter ce que Olivier va nous dire pour conclure cette séance. C'est son rôle aujourd'hui, la voiture balai, la synthèse, c'est lui. Et donc, il nous dit comment il a retenu ce qui lui paraît compter le plus. Ouais, j'ai noté quelques points, j'en ai 75, donc ça va prendre pas plus d'une heure de synthèse. Non, j'ai 4-5 points à noter dans nos échanges. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que parfois j'ai des problèmes avec mon micro. Si, non, c'est bien. Voilà, c'est déjà ça. C'est une angoisse profonde chez moi. Donc j'ai 4 points en réalité. Le premier, ce que je trouve intéressant dans nos échanges, c'est on voit, et je trouve que ça c'est vraiment, alors je ne sais pas si c'est un signe du temps, mais je le relève quand même comme un signe du temps, c'est le renversement de l'acception du mot consentement. D'ailleurs, François, c'est amusant, on a commencé par évoquer l'enthousiasme, j'imagine, du consentement devant le maire ou le curé. Et on voit bien que le consentement avait une acception positive, c'est-à-dire c'est ce que vous avez dit, Virginie, la question de la liberté, la question de construire ensemble, de consentir à quelque chose. Et on voit bien que dans les échanges, ce qui prédomine, c'est pas ça, c'est la dimension plus négative, plus destructrice, plus de la compromission, de la violence que ça peut nous faire, du fait de s'y perdre soi-même, etc. Donc on voit bien qu'à travers le consentement, il y a quelque chose, et est-ce que c'est quelque chose d'aujourd'hui ou c'est quelque chose de plus ancien, mais cette espèce de renversement du fait que consentir, ce qui prédomine, c'est le risque de se perdre et de s'y perdre. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit qu'à travers cette dimension du consentement, moi j'ai retenu deux polarités, deux pôles. Alors je vais dire un et deux, mais il n'y a pas d'ordre. Je les nomme dans un ordre, mais il n'y a pas de hiérarchie dans ces manières dont je les introduis. Le premier, on voit bien, c'est le risque qui est pris dans le consentement, c'est ce que je relevais juste à l'instant, c'est la dimension plus destructrice du consentement. C'est-à-dire, en consentant, je risque de me perdre, je risque une forme d'aliénation, une sorte d'avilissement, de devenir étranger à moi-même, etc., etc.
Et du coup, bien sûr, tout cela nous met sous nos gardes au risque de ne rien faire pour ne pas rentrer dans cette dynamique destructrice. Et en même temps, le deuxième pôle, elle est une dimension plus constructive, c'est-à-dire consentir, on pourrait dire que c'est inhérent à l'activité de travail. Consentir, c'est une capacité que l'on a à rester ouvert au réel, ouvert et sensible au réel qui nous arrive, au monde, dans la capacité à rencontrer ce réel, à rencontrer les autres et donc à construire et à faire quelque chose. Et donc c'est plutôt la dimension d'une aventure, la dimension qui va permettre de se découvrir, et de se découvrir et d'une certaine manière de sentir ensemble, qui est l'étymologie du mot consentir. Et c'est même à la fois une condition de l'activité, il ne peut pas y avoir d'activité de travail, de mon point de vue, sans consentement, c'est-à-dire le risque que l'on prend de la rencontre du réel. Et le deuxième élément, c'est que le consentement, c'est aussi la condition de la coopération. Puisque à travers ce que l'on est capable de construire ensemble, il faut aussi pouvoir consentir à la fois à ce qu'on va chercher à faire ensemble, donc le co-construire, et aussi consentir à abandonner, à laisser de côté, à mettre de côté des pans qui peuvent nous préoccuper ou auxquels on tient, parce que c'est la condition même de la coopération. Et donc, de ce point de vue-là, on voit que le consentement fait partie et est un élément important, consubstantiel de l'activité de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de coopération sans une forme de consentement. Le troisième point que je voudrais relever, c'est les... Alors, on a vu dans nos échanges, d'une certaine manière, différentes formes, je les ai appelées comme ça, je n'ai pas trouvé un mot plus précis, ou différentes situations dans les récits dans lesquels les uns et les autres ont été mis donc face à la question du consentement. Alors, j'en reprends quelques-uns sans être exhaustif. On voit que il y a consentir dans cette dimension de lâcher prise, voire d'être un peu lâche, de se cacher, de se compromettre pour ne pas tenir, parce qu'on est obligé là d'y trouver les conditions pour tenir quelque chose d'autre qu'on a besoin de préserver à des moments donnés. On a une forme de lâcheté, de compromission. Il y a aussi la compromission, pardonnez-moi, le fait de consentir pour être tranquille. D'une certaine manière, il s'agit là aussi de préserver, si joue moins le fait de s'y perdre, mais une forme de tranquillité, d'équilibre à trouver, de fil de rasoir à trouver pour préserver d'autres dimensions que l'on tient dans son environnement, sa vie, etc., garder son travail, garder la place des autres, etc. Troisième élément, qui a été relevé par plusieurs d'entre vous, Christian notamment, mais pas que, trouver sa place dans le groupe, être dans le groupe. Alors, c'est à la fois les conditions de la coopération, peut-être, mais pas seulement. C'est aussi pouvoir rester dans la norme du groupe, se faire accepter, garder une place, être reconnu, être avec les autres, être ensemble. Et puis, il y a une quatrième forme, pardonnez-moi, qui a été aussi pointée, que j'ai relevée, c'est celle qui est le consentement de manière plus stratégique, plus tactique. C'est-à-dire, je fais semblant de consentir et en même temps, j'y trouve là l'occasion, la condition même, par la clandestinité, d'une forme de fourberie, de pouvoir construire autre chose, de pouvoir créer les conditions d'une alternative, construire les conditions d'une alternative. C'était François Guérin qui nous indiquait ça. Et donc, on voit bien qu'on est pris à tout moment dans des différentes dimensions de nos activités, de notre vie, dans sans doute ces formes ou ces situations de consentement et d'autres que je n'ai pas repérées. Ce que je trouvais intéressant, malgré tout, c'est l'idée que il y a toujours une historicité de la question. Elle se présente toujours dans des formes singulières à un moment donné, mais pris dans une dimension plus historique, dans un cheminement,
dans une forme de trajectoire qui fait qu'en y prenant du recul, eh bien, on regarde les choses un peu différemment. Et ce qui était intéressant, je crois que c'était Jean-Marie Bergère qui nous l'indiquait, en tout cas dans une note, j'ai cru voir, que dans cette histoire-là, à des moments donnés, nous sommes nous-mêmes sans doute pris dans des situations où nous convoquons les autres à une forme de consentement sans forcément en avoir conscience. Troisième et avant-dernier point que je voudrais relever de manière à partir des échanges, c'est le fait que, et Jean-Pierre Bastiste l'a bien souligné dans sa remarque, dans son témoignage, c'est le fait que on voit bien que le consentement, il disait ben, j'ai fait le dos rond, etc. Mais à la façon dont tu le racontais, Jean-Pierre, on y voyait le plaisir pris. On n'y voyait pas le, le, le fait d'y avoir perdu la face, d'y être perdu toi-même, mais d'y trouver là une certaine forme de plaisir, parce que c'est devenu un espace, me semble-t-il, c'est comme ça que je l'ai interprété, de liberté, d'imagination, de trouvailles, pour essayer de se faufiler et de tenir et de faire quand même des choses dans une dimension qui parfois obligeait à une forme de clandestinité, d'une certaine manière, de passer à côté, et qui était porteur d'une double dimension de reconnaissance. Ce que tu as dit, c'est qu'à la fois, tu étais repéré comme celui qui faisait ça, peut-être une forme d'étrangeté ou une forme un peu d'être de l'autre côté du fil du rasoir, et en même temps, pour d'autres, c'était celui qui, à travers ça, pour ceux qui savaient les astuces, les trucs que tu pouvais déployer, bah, qui trouvait là une manière aussi de reconnaître ce que tu cherchais à faire, les valeurs qui étaient les tiennes et d'une certaine manière les dimensions professionnelles que tu étais censé faire. Et donc on voit que à travers ce consentement, c'est aussi un espace. Ça peut être aussi un espace de créativité, voire un espace de reconnaissance. Dernier élément qui me semble important, c'est la dimension du construit social. Et bien sûr qu'il y a des formes historiques, ce construit social. Et d'une certaine manière, de ce qui fait la norme, la normalité entre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas dans les différents pans de notre environnement personnel ou professionnel. Et donc, c'est la dimension politique qui est posée ici. Et ça me semble très important parce que, d'une certaine manière, ici, ce qui se joue, c'est la manière dont nous, les uns et les autres, chacun d'entre nous, à différents pans de nos situations personnelles ou professionnelles ici pour ce qui nous préoccupe le plus, comment on participe par ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, par ce que l'on dit, ce que l'on tait, parce que l'on cherche à tenir et parfois ce que l'on lâche. Comment on construit de la construction de cette norme, de ce cadre, de cette dimension plus collective de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. D'une certaine manière, on est pris dans une double dimension ici, me semble-t-il, c'est que on voit bien que le consentement nous convoque dans notre individuellement. C'est nous qui consentons, avec le risque de s'y perdre. Mais il y a une dimension plus collective, c'est-à-dire c'est ce que les uns et les autres font qui permet de construire une certaine norme, un certain cadre de référence, un certain dimensionnement de ce qui se fait ou de ce qui ne se ferait pas. D'une certaine manière, d'arriver à construire, à mettre en récit et à construire un imaginaire collectif de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Je prends ici plusieurs exemples. France Télécom. On voit bien qu'il y a eu, et si on lit le bouquin de 2 jours, par exemple, Souffrance en France, on voit bien comment se construit tout un discours d'un imaginaire guerrier pour que les managers tiennent certaines positions au regard des situations qui étaient les leurs. Et là, dans France Télécom, on a vu comment ça a pu se poser. On voit bien, par exemple, dans le récit de Christian, comment
tout ce qui était dans l'imaginaire collectif autour de la violence politique. Alors, Christian, je te laisse répondre, mais ce que je m'imagine, je n'ai pas connu cette époque, mais enfin directement, disons. On voit bien qu'ici, il y avait tout quelque chose qui se construisait autour de la place de la violence politique comme une dimension qu'il fallait tenir dans une forme de militantisme et de lutte politique. On voit bien, par exemple, là, dans Hubert, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on est sorti du discours où tout le monde devait être auto-entrepreneur, tout le monde pouvait construire sa petite trajectoire, et on était dans la nouvelle économie, je cherche le mot que dit Macron, je ne vais pas le retrouver, et qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui travaillent dans ces entreprises-là cherchent à sortir de cet auto-entrepreneuriat, à revenir dans une norme du salariat plus classique, etc., etc., etc. Et donc, il me semble que cette dimension du consentement est aussi une dimension politique. Et je rajouterai un dernier point, c'est qu'aussi, il me semble, c'est une dimension professionnelle. C'est-à-dire le réglage de ce qui se fait, de ce qu'on peut tenir, de la manière de le tenir, est une dimension politique, mais c'est aussi une dimension professionnelle. Ça fait partie des éléments qu'on est plus ou moins en capacité de mobiliser dans des situations qui parfois nous surprennent et nous débordent. Et on sait bien la place ici des échanges professionnels pour aider à reconstruire et à remanier les règles de travail, pour reprendre la psychodynamique du travail, mais pour à la fois nous aider à repérer des points de repère et construire ensemble collectivement des points de repère professionnels, et donc construire les conditions d'une dynamique collective autour des collectifs de travail. Voilà. Merci Olivier. Emporté par l'élan, j'ajouterais bien l'idée que c'est la dimension même institutionnelle que tu mets assez en mouvement, et à quoi on est assez sensible dans ce que nous essayons de développer. Je voudrais d'abord te remercier pour cette synthèse, remercier Anne-Lise pour son introduction, tous pour vos contributions. C'était, j'ai trouvé, une séance très intéressante, comme on commence à en prendre l'habitude, ce qui est heureux. Je voudrais vous inviter tous à ne pas hésiter à vous faire les prosélytes de cette formule si vous la trouvez convaincante. On n'a pas en tête de faire des communications tapageuses pour attirer du monde, ça n'a pas beaucoup de sens, ça marche que dans la cooptation, cette histoire. Mais sentez-vous très libre, et j'insiste pour qu'alors vous le fassiez, de faire savoir, de faire connaître cette formule et d'y convier qui le souhaite. Il n'y a absolument aucun ostracisme, et c'est à partir du moment où les gens que vous sollicitez, qui vous convainquez d'y venir, le font, a priori, la compagnie sera bonne. Voilà, merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle séance. Et jusqu'ici, portez-vous bien. Merci. Merci François. Merci pour ça, pour l'animation. Bonsoir. Bonne Bravo. soirée. Bravo. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup.